Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, candidat à la députation dans les Yvelines. Troisième circonscription. Troisième circonscription dans les Yvelines. Et vous aurez un débat tout à l'heure avec Harlem Désir, le numéro 2 du Parti Socialiste, sur l'Europe et la situation créée en Europe. Eh bien, je vous propose justement de regarder quelques images sur l'entrée en matière de François Hollande sur la scène internationale. Il a passé du temps aux États-Unis dans sa jeunesse. Il a notamment étudié les fast-foods américains. Et même s'il a finalement choisi la politique, je serais curieux de connaître son avis sur les cheeseburgers à Chicago. Je veux ne rien dire qui puisse laisser penser que les cheeseburgers pourraient avoir quelques défauts que ce soit. Mais je voulais juste vous rappeler que les cheeseburgers vont très bien avec les frites, les French fries. Alors ça se passe très bien, on nous avait dit attention, ça va être terrible avec Angela Merkel, avec Barack Obama. L'ambiance est bonne. Non mais ça c'est normal, il est normal que les chefs d'État étrangers accueillent bien le chef de l'État français, c'est tout à fait... Oui, mais pendant la campagne, on avait entendu que l'inexpérience de François Hollande, le fait qu'il ne connaissait pas les chefs d'État étrangers, le fait qu'il arrivait en disant « je vais renégocier, je vais m'en tirer d'avion ». C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Le fait qu'ils ne les connaissent pas, ça c'est pas un problème. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais employé cet argument. Vous savez, on fait vite connaissance. Enfin, il y a connaître et connaître. C'est plus facile quand on les a fréquentés longtemps et qu'on les connaît plus intimement. Mais c'est pas le sujet. En revanche, attendons de voir ce qu'il va obtenir et ce qui va sortir de cette cordialité. Alors, justement, la première partie, le G8 est terminé. Et on a beaucoup parlé de croissance durant ce G8, tout en maintenant la rigueur budgétaire, alliant les deux. Et François Hollande en a tiré la conclusion cette nuit. C'était donc à Camp David, sans cravate cette fois, puisque Barack Obama lui avait dit il faut retirer les cravates ici. Et voici ce qu'il en a dit. Chacun peut y trouver, c'est le propre de ces sommets, ce qu'il considère comme essentiel. Les uns le rappellent de la consolidation budgétaire, d'autres les réformes structurelles. Pour ce qui me concerne la croissance, il apparaît d'évidence que la croissance a été le grand sujet de ce G8. Croissance, grand sujet de ce G8, c'est un succès de François Hollande? C'est parce qu'il est le nouveau président français qu'on a parlé de croissance? Il en est sorti quoi? Non, on parle de croissance à toutes les réunions internationales. Mais ce n'est pas parce qu'on prononce le mot croissance qu'on va avoir de la croissance. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Quelles décisions ont été prises pour relancer la croissance? En réalité, aucune. Que la croissance ait été un sujet de conversation, je n'en doute pas. Que cette conversation a eu des conséquences concrètes, en revanche, on les cherche. Même Angela Merkel, qui serait fait écorcher vive il y a encore 6 mois quand on évoquait cela, aujourd'hui, elle est apparue relativement complaisante devant François Hollande. Les Allemands sont pour la croissance, mais ça ne veut absolument pas dire la même chose que dans la bouche de François Hollande. Voilà, vous savez, on s'est battu avec Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Et en particulier depuis le début de la crise économique et financière, pour essayer de faire bouger l'Europe, pour essayer de faire bouger l'Allemagne, pour essayer précisément de ne pas tout sacrifier à l'austérité, de tenir la ligne la plus équilibrée possible entre le nécessaire assainissement de nos finances publiques et la croissance économique. D'ailleurs, on a pris beaucoup de mesures à l'intérieur pour pousser cette croissance, mais si un gouvernement et un chef d'État ont bien travaillé dans ce domaine, c'est bien Nicolas Sarkozy. Ce sont des sourires de façade avec Angela Merkel? Oui, parce que je n'ai pas vu pour l'instant la position allemande changer d'un iota sur quoi que ce soit. C'est plutôt M. Hollande qui a changé de position. Il nous disait « je vais renégocier le pacte budgétaire, le pacte de discipline budgétaire ». Il le dit toujours. Oui, il le dit toujours, mais non, il commence à dire que peut-être qu'on va négocier un complément. Parce que personne n'a dit qu'on ne pourrait pas, dans une autre étape, négocier autre chose. Mais on avait dit vous n'arriverez pas à renégocier ce traité, et pour l'instant, il n'y est pas arrivé. Et on sent bien qu'il y a un glissement de vocabulaire, un glissement sémantique sur ce sujet. Bon, c'est un peu le déchirement des illusions de la campagne présidentielle. Alors, vous parlerez tout à l'heure davantage d'économie avec Mélanie Delattre, ma consoeur du Point, puis vous aurez ce débat avec Harlem Désir. J'aimerais vous parler des débuts politiques de François Hollande et puis du gouvernement héros. La parité, c'est bien ?
Oh, la parité, c'est bien, mais enfin, l'obsession d'avoir exactement le même nombre de femmes et d'hommes est quelque chose qui, moi, ne m'a jamais préoccupé. Voilà, je trouve que plus on a de femmes compétentes, mieux c'est. Plus on a d'hommes compétents, mieux c'est. Plus on fait un gouvernement de gens compétents, mieux c'est, mélangeant des hommes et des femmes. De temps en temps, il faut être un peu volontariste. Oui, non, mais vous savez, moi, j'ai pas une passion pour les quotas, j'en ai jamais eu. Je pense que l'arithmétique en politique est quelque chose qui n'a pas sa place. Sa place, c'est la morale, c'est la volonté politique, c'est la compétence. Voilà, mais écoutez, on verra si ce gouvernement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir maintenant si ce gouvernement va bien gouverner, si ce gouvernement, s'il est formé de gens compétents, capables d'assumer leurs responsabilités. Voilà, mais pas d'a priori. Moi, je n'ai aucun a priori, je ne fais pas de procès d'intention. C'est pas le gouvernement, c'est pas le président que j'avais choisi, c'est pas le gouvernement que j'aurais choisi. Je suis en désaccord avec les positions de beaucoup de ses membres, mais maintenant, nous allons voir. On juge, en politique, on juge sur les actes. D'accord. Alors, la simplicité, l'exemplarité, les salaires diminués de 30% pour les ministres, le président de la République et le Premier ministre. Là, je pense, moi, j'aurais été beaucoup plus loin que M. Hollande. Je pense qu'il n'est pas allé assez loin. Je pense que s'arrêter ainsi au milieu du chemin, c'est un peu ridicule. Il aurait fallu décréter que les fonctions gouvernementales et présidentielles sont désormais gratuites. Et ne nommer plus à ces fonctions que des gens qui ont les moyens, sur leur fortune personnelle, d'en assumer la charge. Voilà, là, ça aurait été une vraie révolution. C'est un peu caricatural. Oui, ça aurait été une vraie révolution qui nous aurait ramené aux grandes heures de l'Ancien Régime et qui aurait fait avancer la République. Voilà. Vous voyez, regardez, les Françaises disent, bon, bah voilà, chacun participe à l'effort, c'est bien. Non, pardon, mais d'abord, participer à l'effort. Tout le monde participe à l'effort. Quand on augmente les impôts, on les augmente pour tout le monde. Hein. Quand les salaires de la fonction publique sont gelés, ils sont gelés aussi pour les ministres. Alors, quand on baisse les salaires dans la fonction publique, il faut baisser aussi les salaires des ministres, les salaires du président, et peut-être même un peu davantage que ceux des autres. Mais quand c'est pas le cas, pourquoi désigner ainsi les ministres ? Pourquoi cette approche démagogique qui dévalorise la fonction politique? Je le dis à l'aise, moi j'étais pas ministre et je ne le suis pas, donc je n'ai rien à perdre dans cette affaire, mais voilà, je trouve que je trouve que répondre aux grands problèmes du moment, à la crise actuelle, au sacrifice que les Français auront sans doute à faire encore dans les années à venir au milieu des épreuves que leur impose, c'est une mesure symbolique. Que ça soit la première mesure. Et voilà, moi je ne partage pas l'avis, fût-ce l'avis du plus grand nombre, que cette mesure va améliorer la dignité de l'État, la dignité de la fonction politique. Encore une fois, si vraiment on veut aller dans ce sens, je pense qu'il faut rendre ces fonctions gratuites et revenir à l'ancien régime où les gens fortunés assumaient la charge de leur responsabilité. Quand le duc de Saint-Simon est envoyé en ambassade à Madrid, eh bien, il se ruine pour en assumer sur ses propres deniers la charge. Mais est-ce que franchement, c'est ça la République ? Alors, vous êtes candidat donc dans la 3e circonscription des Yvelines et vous vous présentez finalement avec comme dernier titre de gloire d'avoir été le conseiller spécial de quelqu'un qui vient d'être battu à l'élection présidentielle. C'est un risque ? Et alors ? Non, c'est un honneur. C'est un honneur. Moi, j'ai servi pendant 5 ans le président Sarkozy. Je suis très fier de ce que j'ai accompli à ses côtés. Très fier. Donc, je vais devant les électeurs avec ma fierté. Voilà. Alors, quand même, corrigeons un petit peu, c'est une circonscription qui a voté à 63% au second tour pour Nicolas Sarkozy. Et donc, je pense que nous partageons les mêmes valeurs et la même vision pour l'avenir de la France. Voilà. Alors, donc, je leur propose d'être leur voix dans la République. Vous êtes présenté par l'UMP, mais il y a le maire de la Celle-Saint-Cloud, qui lui-même est UMP, qui avait commencé à se préparer à être candidat, et donc qui se présente contre vous. C'est une dissidence. Oui, il y en a tellement. Il y a 19 candidats dans ma circonscription. 19. Donc un de plus ou un de moins. Écoutez, chacun est libre d'aller se présenter devant les électeurs et puis chacun est libre d'aller à leur rencontre et le moment venu, eh bien, ils diront à qui ils accordent leur confiance, qui ils veulent pour les représenter, qui les électeurs de cette circonscription veulent pour porter leurs valeurs, pour les représenter dans le débat public, pour les représenter à l'Assemblée nationale, pour les aider à résoudre leurs problèmes. Voilà. Est-ce que, oui ou non, l'opposition a besoin de voix fortes ? Enfin, si tant est que demain elle est l'opposition, c'est-à-dire si elle ne gagne pas ces législatives, est-ce que, disons, la majorité d'hier a-t-elle besoin de voix fortes ? Eh bien, si oui, ils voteront peut-être pour moi. Sinon, il y a 18 autres candidats, ils auront l'embarras du choix.
Alors, la majorité d'hier, dites-vous, justement... Ce sera peut-être celle de demain. Alors, justement, on va en parler. Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry se trouvaient côte à côte vendredi à Matignon. Un grand moment d'amitié. Pour réclamer une large majorité. On les entend quelques instants. On va faire des meetings communs. Nous allons faire des meetings peut-être que le Premier communs. ministre peut l'annoncer. Voilà. Nous irons à la fois à Lille et à Nantes, et puis pour terminer à Paris. Donc nous faisons campagne ensemble. Je crois que c'est très important de montrer aussi le rassemblement qui nous a permis de gagner l'élection présidentielle et qui nous fera, je l'espère, gagner les élections législatives, parce que l'enjeu est très important. C'est donner au président une large majorité pour mettre en œuvre ce que les Français ont choisi le 6 mai. Les Français ont choisi un président le 6 mai, ils vont choisir une assemblée les 10 et 17 juin. Voilà, nous verrons bien. Attendez, vous êtes un gaulliste historique. Vous pouvez non, pas historique, j'étais pas là le 18 juin. Dans la pensée, dans la pensée. Dans la pensée, c'est sans doute voilà. vrai, oui. Eh bien, vous pouvez défendre la cohabitation ? Vous savez ça, en 1988, entre les deux tours des présidentielles, j'avais une conversation avec Michel Debré. J'étais... qui lui alors j'étais un peu comme le vous. père de la Constitution. Voilà, je disais, mais la cohabitation, si ça arrive, c'est terrible. Il m'avait dit, mais vous savez, mon jeune ami, j'étais très jeune à l'époque, la cohabitation, elle est inscrite dans la Constitution. C'est une hypothèse absolument naturelle. Bon. Et vous savez, quand on s'engage dans une élection, quand on va devant les électeurs, on n'y va pas pour leur dire, écoutez, surtout ne votez pas pour moi, parce que ça serait une catastrophe. On y va pour gagner. Voilà, on y va pour faire le plus de sièges possible. S'ils donnent la majorité à l'ancienne majorité parlementaire, ça voudra dire simplement qu'ils ne veulent pas donner tous les pouvoirs au Parti socialiste, qu'ils ont voté pour M. Hollande, mais que finalement, tout bien réfléchi, ils n'ont pas tellement envie qu'il applique son programme. Voilà, et puis on en tirera les conséquences. C'est souhaitable pour le pays, ça ? Mais ce sont les Français qui décident. Tirer à Uadia. Ce sont les Français qui décident. C'est pas tiré à Uadia. Quand M. Jospin était Premier ministre pendant 5 ans de cohabitation, il a appliqué son programme. Et bien, si la majorité est reconduite, elle appliquera son programme. Ce sont les Français qui décident. Moi, je pense que c'était pas très bon pour le pays de voter pour M. Hollande. Bon, je pensais ça. Les Français ont choisi. Je m'incline. C'est la République, c'est la démocratie. Bon, maintenant, il y a une deuxième élection qui est l'élection législative. Nous allons devant les Français en leur disant... Votez pour nous si vous ne souhaitez pas que ce programme soit appliqué. S'ils votent pour nous, ça voudra dire qu'ils ne souhaitent pas que le programme soit appliqué, le programme de M. Hollande. Et s'ils ne votent pas pour nous, ben ça signifiera qu'ils lui donnent toutes les clés pendant 5 ans. Mais il y a d'autres enjeux aussi. Il ne faut pas que le Parti socialiste ait la majorité à lui tout seul. Il a déjà tout. Les collectivités territoriales, les départements, les régions, le Sénat, l'Assemblée nationale. Oh, vous savez, la concentration des pouvoirs, on nous en a assez bassiné pendant 5 ans, alors qu'on n'avait pas tous les pouvoirs. Bien, concentration des pouvoirs, ça peut toujours conduire à l'abus de pouvoir, mais voilà, il faut aussi, il y a d'autres enjeux. Il ne faut pas que le Parti socialiste, la gauche, ait la majorité des 3/5 au Congrès pour qu'elle ne puisse pas changer toute seule la Constitution. Voilà, il y a beaucoup d'enjeux, mais la majorité sortante, il va à ces élections pour gagner, et les Français trancheront. Alors, est-ce que vous avez été choqué, vous, au moment de la passation de pouvoir, parce qu'on a entendu François Hollande être élogieux à l'égard de tous ses prédécesseurs, sauf de Nicolas Sarkozy, pour lequel il s'est contenté de lui souhaiter bonne vie. Écoutez, moi, je pense qu'on ne va pas faire un débat sur cette question. J'ai juste une remarque à faire à propos de cette passation, comme de quelques autres passations. Je pense qu'en politique, l'élégance est une vertu majeure. Voilà, et je n'en dirai pas plus. On vous a vu très ému le jour de la passation de pouvoir. C'est vrai, c'était un peu indépendant de ma volonté. Des images, d'ailleurs, vous êtes allé saluer les partisans de Nicolas Sarkozy, vous étiez au bord des larmes. Est-il exact que vous l'avez dissuadé, Nicolas Sarkozy, d'annoncer publiquement qu'il avait l'intention de quitter la vie politique, d'être aussi formel que ça ? D'abord, un mot sur l'émotion, c'est l'empathie des gens qui étaient là qui a fait que toutes les barrières sont tombées et que je me suis laissé aller à montrer mon émotion, voilà, qui n'était pas qui ne venait pas du regret de quitter l'Élysée, mais simplement de tourner une page de vie qui avait été très, très intense. Vous avez trouvé que c'était un moment injuste ? Oui, je l'ai dit d'ailleurs le 6 mai au soir, c'était, oui, il y a un peu d'injustice vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous l'avez dissuadé donc de dire publiquement ? Alors, moi, j'ai pour principe de ne jamais raconter les conversations privées que j'ai avec quiconque d'ailleurs, et a fortiori avec le président de la République.
De quoi va-t-on se souvenir de sa présidence, à votre avis ? Bon, vous savez, je pense que l'histoire va lui rendre justice assez rapidement. On va se souvenir d'abord qu'il a affronté des crises terribles, avec un courage, une intelligence et un sang-froid assez rares, qu'il a joué un rôle absolument déterminant pour que la crise financière de 2008 n'emporte pas le monde. C'est lui qui est à l'origine du G8, c'est lui qui est à l'origine de la réaction de l'Europe unie à l'époque. Il a sauvé pendant cette période 3 fois l'Europe au moins. Il a protégé les Français. Je crois que son attitude pendant les crises, parce qu'il y a eu aussi la crise géorgienne, il y a eu la crise libyenne, elle restera dans l'histoire comme celle d'un grand président. Voilà. Mais il faut le temps, peut-être, pour que le jugement de l'histoire se forge. Dans un reportage récent sur Canal+, intitulé « Les stratèges », on vous voit, c'était en début d'année, dire si on fait la guerre aux pauvres, aux musulmans, on perdra. Et puis vous ajoutiez un peu plus tard, le rôle d'un président, c'est d'unir les Français. Eh bien, voici ce que disait François Hollande le jour de son intronisation. Le pays a besoin d'apaisement, de réconciliation, de rassemblement. C'est le rôle du président de la République d'y contribuer. Faire vivre ensemble tous les Français, sans distinction, d'origine, de parcours, de lieu, de résidence, autour des mêmes valeurs, celles de la République. Est-ce que François Hollande vous a écouté davantage que ne l'a fait Nicolas Sarkozy dans les derniers jours de campagne ? Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas laisser dire ça. Pendant 5 ans, le président de la République a toujours essayé d'unir les Français. C'est un mensonge éhonté, une caricature absurde et insupportable de dire qu'il a cherché à diviser les Français. Ça n'est pas vrai. Alors, il y a pu y avoir des malentendus, il y a pu y avoir des ambiguïtés, il y a pu y avoir pendant la campagne, sur le ton, des choses qui laissent penser à certains qu'il y avait une volonté de division. Mais moi qui ai vécu à ses côtés, je peux en porter témoignage devant l'histoire. À aucun moment, Nicolas Sarkozy n'a cherché à diviser les gens. Ça ne fait pas partie de sa personnalité ni de sa conception du rôle de président de la République. Et si ça n'avait pas été le cas, je ne serais pas resté à ses côtés. Voilà. Je pense qu'il faut quand même lui rendre cette justice. On peut avoir un débat passionné, mais personne n'a jamais confondu les terroristes avec les gens qui avaient une vie normale, qui respectaient les lois. Il n'a jamais confondu les fidèles musulmans qui vivent leur foi dans la tranquillité, dans le respect des lois de la République et des valeurs de la République, et les fondamentalistes, les extrémistes. Jamais. Jamais, d'ailleurs, on l'a bien vu au moment de l'affaire Mera, ça a été le premier à appeler à ne pas tout confondre, à ne pas faire d'amalgame. Non, je pense qu'il a franchement accompli ses fonctions avec beaucoup de dignité. S'il y a eu des malentendus, bien je le déplore profondément. Voilà. C'est la fin de la première séquence, Henri Guénaud. On va rejoindre Mélanie Delattre dans un instant et avec elle, vous allez parler économie. À tout de suite.